Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. Quel avenir pour le métro 3? La question est plus que jamais d'actualité. Les difficultés s'accumulent, les surcoûts également. Alors face à ce constat, plusieurs associations plaident pour l'abandon du projet, mais d'autres estiment qu'il garde tout son intérêt et que la région a besoin de ce type d'infrastructure. On ouvre le débat ce soir avec nos invités. Des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Chloé Verkreuz, bonsoir. Vous êtes chargé de mission à Inter-Environnement Bruxelles. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Ponget également, bonsoir. Vous êtes président du GUTIP, le groupement des usagers des transports publics de Bruxelles. Alors première question pour vous, Chloé Verkreuz. Inter-Environnement a toujours été contre ce projet de métro. Aujourd'hui, vous dites plus que jamais qu'il faut abandonner ce projet ? Oui, tout à fait. Ne fût-ce que parce que l'explosion du budget rend totalement impossible la poursuite du tronçon nord et du tronçon sud désormais. Nous, on considère qu'il est grand temps de mettre un coup de frein à ce projet et de développer les infrastructures de transport en public en surface. Oui, et donc vous estimez qu'au vu du surcoût, ça rend impossible aujourd'hui la réalisation de ce projet ? Oui, tout à fait. Si on prend en considération l'augmentation des dépenses par rapport aux recettes de la région bruxelloise, on le sait désormais, les coûts d'infrastructure en transport public représentent 23% de cette différence entre les dépenses et les recettes. Actuellement, le projet de métro 3, c'est 100 millions d'euros prévus par an en investissement pendant 10 ans. C'est exactement cette somme-là qu'on demanderait à la région bruxelloise d'économiser pour réduire sa dette dans les années à venir. Oui, alors Jacques Ponget, pour vous, ça reste possible, même au vu des surcoûts ? Alors bien entendu, d'abord, c'est nécessaire. C'est un projet qui a déjà été décidé il y a 12 ans. 12 ans qu'on patauge, 12 ans que ce projet doit être mis en œuvre. Aujourd'hui, effectivement, Bruxelles prend un grand coup dans l'aile au niveau financier. Mais je rappelle qu'il n'appartient pas aux seuls Bruxellois de financer le métro. Le métro résulte, souvenez-vous, des années 60. C'était l'État national qui devait financer le métro. Et donc aujourd'hui, depuis 89 que nous sommes en régionalisation, Bruxelles ne doit pas être le seul à payer pour son métro, mais l'État fédéral doit intervenir également dans le métro. Et c'est pour ça que le tronçon nord est censé être financé par Belliris. Oui, Belliris, dont les moyens vont diminuer dans les années qui viennent. On aura l'occasion d'en parler. Mais d'abord, sur ce terme que vous avez employé, c'est nécessaire pour Bruxelles. Pourquoi, selon vous, ça reste nécessaire ? Parce que si Bruxelles veut continuer à croître, si Bruxelles veut continuer à transporter, d'abord pour son économie, c'est nécessaire également. Ce projet de métro est nécessaire. Vous avez un développement de la population du côté des Verts, du côté de Schaerbeek. Vous avez une grande demande de mobilité de ce côté-là de Bruxelles, mais également à Uccle. Il ne faut pas oublier que vous avez des quartiers en développement de ce côté-là aussi. Donc pour nous, l'idéal, c'est une ligne de métro qui aille de Uccle jusqu'à Evere et qui même puisse se prolonger encore davantage. Oui, alors pour l'instant, on ne parle que du tronçon nord, donc entre la gare du Nord et Albert. On est donc loin de la réalisation totale. Mais c'est vrai, Chloé Verkreuz, que beaucoup de partis politiques, les milieux économiques, ils sont tous d'accord pour dire que c'est une infrastructure nécessaire. Votre argument par rapport à cela ? Eh bien, déjà pour revenir sur cette idée qu'il y aurait un développement et un accroissement de la population bruxelloise qui nécessiterait qu'on passe de facto à ce mode métro qui est un mode lourd. On n'a pas d'actualisation dans le projet et en tout cas dans les permis qui sont saucissonnés de ces données de fréquentation et de ces développements. L'idée du métro a été développée sur l'idée d'un boom démographique qui n'a pas eu lieu. Et en fait, à Schaerbeek... Qui a un peu eu lieu, mais pas assez. Mais pas assez pour continuer à justifier le métro. Et les projections qui datent de l'année dernière sur le long terme voient plutôt un tassement de la population. Donc, on ne peut pas continuer à faire reposer tous ces investissements dans des infrastructures très lourdes sur ce seul argument, alors que par ailleurs, on le sait, il est possible de développer le transport de surface qui est
par exemple avec le tram, un mode plus léger, plus versatile, plus flexible, et qu'on peut à moindre coût développer petit bout par petit bout en ayant une gestion en bon père de famille. Oui, alors pour vous, Jacques Pongé, si on développait beaucoup plus le réseau de surface, comme le demande Interenvironnement et d'autres associations, ça ne suffirait pas, selon vous? Mais non, et on ne ferait pas d'économie non plus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une rame de métro transporte 3 fois plus de monde qu'un tram 4000. Tram 4000, c'est 250 voyageurs. Une rame de métro, 800 voyageurs. Un métro automatique, vous payez 0 € le conducteur. Un tram, 3000. Un tram, vous payez déjà 3 conducteurs pour l'exploiter toute la journée. Donc il faut déjà 9 conducteurs de tram pour compenser un conducteur de métro, ou en tout cas une conduite de métro qui ne coûte rien. Oui. Et donc, en exploitation, le métro sera beaucoup plus économique que ne pourrait l'être le transport en surface. Alors certes, l'infrastructure est lourde, certes, il faut construire et il faut investir beaucoup au départ, mais un métro, vous ne l'amortissez pas sur 10 ans, sur 20 ans, même sur 30 ans. Une infrastructure ferroviaire ne s'amortit jamais. Ouais. Dans 100 ans, votre métro, vous l'aurez toujours. Bien sûr, il faudra l'entretenir, ça c'est très clair, mais elle est là. Oui, alors Chloé Vercruysse, cet argument qui est de dire peut-être que ça va coûter plus cher pour le construire, mais en exploitation, on va faire des économies et donc les finances s'y retrouveront. Vous pensez quoi de ce développement? Alors déjà, je voudrais juste revenir sur le fait de dire qu'un métro, bien évidemment, une rame de métro transporte beaucoup plus de voyageurs. On ne va pas noyer les personnes qui nous regardent dans les chiffres, mais... Dire ça, c'est déjà souscrire à un argument et à une logique que chez Interenvironnement Bruxelles, on conteste, qui est la logique du rabattement. C'est-à-dire que des petites lignes périphériques viennent nourrir des grandes stations qui ensuite sont exploitées avec une seule et même ligne de métro, ce qui est prévu dans la conversion du tronçon Nord-Albert. C'est donc de convertir plusieurs lignes de tram en une seule ligne de métro. Et... nous, ce qu'on propose notamment avec la plateforme Avanti et avec la proposition Prémétro Plus, c'est de maintenir ces connexions périphériques vers le centre de Bruxelles avec plusieurs lignes de tram. Et donc, il n'y a pas de on ne transporte personne ou pas assez, ou on transporte tout le monde là où il faut. Ce n'est pas exactement comme ça que fonctionne la ligne de métro 3. Oui, et donc au final, il y aurait une diminution de services parce que certaines lignes disparaîtraient au profit du métro et que certains Bruxellois ne s'y retrouveraient pas. C'est une critique que vous acceptez, ça? Et qu'on connaît bien. Cette logique du rabattement existe déjà depuis le début des années 2000, lorsqu'on a restructuré le métro, la ligne 3 de Prémétro. Vous aviez 5 lignes qui circulaient, 52, 55, 58, 62, 81, si mes souvenirs sont bons, qui ont été remplacées par le 3 et le 4. Donc, qui est en fait une seule et même ligne de tram qui se chevauche. Et donc, cette logique existe déjà. Et fonctionne, selon vous? Et fonctionne, et bien sûr, si on augmente la capacité, ça fonctionnera d'autant mieux. C'est exactement la même chose qui s'est produite dans les années 70, lorsqu'on a remplacé les 3 lignes de tram 25, 39 et 44 en 1976 par une seule ligne de métro. Il y a eu également, et aujourd'hui, personne ne voit encore, n'imagine encore qu'on pourrait aller de l'est à l'ouest de Bruxelles avec des trams en prémétro. Aujourd'hui, le métro est vraiment rentré dans les mœurs, dans les habitudes des Bruxellois. Et les Bruxellois plébiscitent le métro sur cet axe est-ouest, ainsi que sur la ligne 2. La ligne 2 qui a été inaugurée en 1988, qui remplaçait aux 6 lignes de tram. On avait dit au début, ça n'aura pas beaucoup de succès, on va rabattre des petites lignes, etc. On les a exploitées par des métros avec 2 rames, et puis 3 rames. Aujourd'hui, 5 rames, il y a eu un succès fou sur la ligne 2. Aujourd'hui, on n'envisagera plus du tout le retour de tram sur la petite ceinture. Oui, et cette idée que effectivement les voyageurs plébiscitent le métro, est-ce que par rapport à ça, vous vous sentez aller à contre-courant par rapport à une volonté des voyageurs de voir le métro s'étendre dans la région bruxelloise? Alors, moi, je pense que les voyageurs plébiscitent les connexions qu'ils ont,
qu'ils pratiquent. Et on voit bien, à chaque fois qu'on modifie un itinéraire, qu'il y a une rupture de charge, une correspondance imposée par des travaux temporaires de longue ou de courte durée, là, les gens sont assez mécontents. Et évidemment, on ne fonctionne pas avec le même logiciel de pensée des années 70. Et donc, toute cette idée un peu technosolutionniste du métro qui va vite, qui est automatique et tout ça, bon, certes, c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui commencent à penser différemment. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que les études ont montré, et M. Ponget les connaît beaucoup mieux que moi sans doute, que les gens aiment avoir des trajets confortables et directs sans trop de correspondance. Et donc, il est évident qu'à l'heure actuelle, on a un métro qui fonctionne très bien et IEB n'a pas du tout la prétention et la position d'annuler le métro et de tout remettre en pré-métro. Ce qui est là est très bien. Prenons-en soin, continuons à entretenir correctement l'infrastructure. Mais quand il s'agit des développements futurs, il s'agit de faire le meilleur choix en termes d'avenir, d'énergie évidemment. Et il nous semble que le métro tout automatique avec des stations à 30 mètres de profondeur qui augmentent notamment pour tous les usagers actuels du 55, les temps de correspondance et les temps de parcours entre les stations, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Oui, alors on va parler de ce constat, de l'allongement de temps de parcours que ça pourrait provoquer le métro. On en parle dans un instant, mais d'abord on va parler de la dernière tuile. C'est le surcoût lié au creusement d'un tunnel sous les rails de la gare du Nord. Ça doit permettre au métro qui ferait gare du Nord-Albert de faire demi-tour. Alors récemment, le gouvernement en affaires courantes a refusé d'assumer ce surcoût et la nouvelle dépense. Voyez ce reportage. Gris cadenassé, chantier désert, plus rien ne bouge aux abords de la gare du Nord sur cette partie du chantier du métro 3. C'est pourtant un maillon important dans la réalisation de la liaison entre Albert et la gare. Le creusement d'un tunnel sous les voies de chemin de fer qui doit permettre aux rames de faire demi-tour. Seulement voilà, la présence d'une nappe phréatique est venue perturber le déroulement des travaux. C'est ce que nous disait déjà un ingénieur de Belle-Iris en février 2024. Nous sommes aperçus que les volumes à pomper étaient beaucoup trop importants suite à la présence d'une nappe perchée en dessous du grille du chemin de fer, donc en dessous des voies. Nous sommes en train d'analyser différentes solutions. Voilà. C'est une analyse qui comprend une analyse sur le planning, sur les coûts. Depuis lors, tout est à l'arrêt, mais le surcoût des travaux de génie civil a été calculé. Initialement, la réalisation de ce tunnel était estimée à 44 millions d'euros. Une note au gouvernement révèle qu'elle coûtera finalement plus de 107 millions au total. Des montants très importants donc, et pour les opposants au projet, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il faut additionner ça avec les 400 millions déjà de surcoûts qui ont été annoncés pour le Palais du Midi, avec la démolition, donc l'expulsion de toutes les activités, écoles, commerçants, salles de sport, etc. Et donc on arrive vraiment petit à petit à des sommes pharaoniques, sans compter évidemment tous les désagréments en termes de chantier. Donc c'est vraiment un signal encore en plus qu'il faut vraiment mettre un stop à ce projet et repartir de zéro sur une alternative. La note indique aussi qu'il faudra encore 1,1 milliard d'investissements pour pouvoir exploiter ce premier tronçon. En ce qui concerne ce chantier précis, le gouvernement a décidé de ne pas approuver les surcoûts. C'est la nouvelle majorité, quand elle verra le jour, qui devra trancher. Et cela risque d'avoir des conséquences sur le planning des travaux. La date de mise en service de la ligne en 2031 devient donc de plus en plus hypothétique. Alors Jacques Ponget, on le voit, surcoût sur surcoût sur surcoût, on a l'impression qu'on ne sait pas où ça s'arrêtera. Dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut mieux pas à un moment donné se dire on fait une pause à tout le moins pour essayer de voir au clair combien vraiment ça va nous coûter ? Alors justement, cette infrastructure-là, celle de la gare du Nord, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Elle est absolument essentielle pour pouvoir exploiter, ne fût-ce qu'un premier tronçon de métro. C'est une infrastructure qui est nécessaire pour le futur, pour la suite, pour le présent et pour le futur. Et donc, elle vaut le coût d'être dépensée.
Oui, mais là, on a l'impression tout de même qu'on ne sait pas où vont s'arrêter ces surcoûts. C'est évident que quand vous construisez chez vous, vous savez quand vous commencez, vous avez votre budget, et parfois il ne faut pas s'étonner que ça vous coûte 3 fois plus cher. Et ça, voilà, il ne faut pas nécessairement être mauvais gestionnaire pour ça. On se retrouve parfois face à des problèmes inattendus. Ici, cette nappe phréatique perchée, on pouvait peut-être s'y attendre, peut-être pas. Maintenant, il faut y faire face. Je pense que pour le reste, pour les autres surcoûts, je pense qu'il y a eu effectivement des mauvais choix qui ont été faits, notamment sous le Palais du Midi. Je pense que ce passage sous le Palais du Midi qui fait un S pour que le métro puisse rejoindre Anne-Essens à la gare du Midi n'est pas la meilleure des solutions. On aurait dû mieux fait de faire une longue courbe comme c'était prévu dans les plans des années 60 par une station Poincaré au lieu de ces stations toutes Stielemans. Pour moi, c'est un mauvais choix qui a été fait il y a 23 ans. Oui, alors pour vous, ça c'est, je disais, on voyait l'Arro et vous êtes sur la même longueur d'onde que l'Arro, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Pour vous, c'est encore un signe qu'on risque d'aller de dérapage en dérapage au niveau des surcoûts. Oui, bien évidemment. Alors, ce qu'il y a aussi de choquant, c'est que là, on est sur un surcoût de 88 millions avec un changement de technique, et que pour le Palais du Midi, on est sur un surcoût qui avait été annoncé par la ministre à 400 millions, sans qu'on sache précisément de quoi il s'agissait alors en termes de répartition du budget. Disons que, oui, la goutte qui fait déborder le vase, en tout cas, on a plutôt la position de dire, si on arrête tout à la gare du Midi, arrêtons tout pour le Palais du Midi, avant même de lancer le chantier ou de clôturer l'enquête publique qui est. Alors, on va voir quelques images du Palais du Midi, puisqu'il faut le démolir et le reconstruire. L'enquête publique est en cours jusqu'au 13 mars, et on voit ces images du Palais futur qui est plutôt attrayant quand on le voit, avec des jardins suspendus, des potagers à l'intérieur, un espace vert, etc. Pour vous, revoir cet espace amélioré dans sa reconstruction et dans ce qu'il propose une fois les travaux terminés, ce n'est pas un argument satisfaisant pour justifier son démantèlement? Alors, il y a deux choses ici. La première, c'est que ce qui est montré dans ces images, c'est de l'ordre du potentiel ou de l'hypothétique, puisque donc la STIB va s'atteler à démolir le Palais du Midi pour pouvoir... Les façades sont sauvegardées. Les façades sont sauvegardées, effectivement. Mais l'entièreté de tous les étages et de tout ce qui le compose, dont certaines sont en fait des aménagements qui ont été réalisés il y a à peine une dizaine d'années, comme le hall Omnisport, tout ça doit être démoli. Et la STIB s'attelle ensuite à reconstruire au stade de gros œuvres une partie des surfaces, c'est-à-dire que le hall Omnisport disparaît et qu'il y aurait a priori deux jardins d'agrément au centre, avec une réouverture du passage du travail qui est depuis des années fermé au public. Ça, c'est la première chose. Donc c'est une démolition-reconstruction au stade de gros œuvres qui prendra a priori 9 ans selon les documents disponibles actuellement à l'enquête publique. Ensuite, là-dessus, la ville de Bruxelles, qui est propriétaire du bâtiment et qui le gère via la régie foncière, devra l'aménager et lui donner ses affectations définitives. Donc ce qu'on voit dans ces images, les jolies toitures, les gens qui fréquentent des magasins, tout ça, ça ne sera pas ce qui adviendra au bout de 9 ans de chantier. Rappelons quand même aussi que le quartier Stalingrad-Lemonnier, ça fait 4 ans et demi qu'ils sont dans le chantier du métro, et ça fait plus de 2 ans que le chantier est arrêté au cave du Palais du Midi, sans diminution de l'emprise chantier dans l'avenue Stalingrad. 9 ans de travaux en plus minimum, puisqu'apparemment l'aménagement intérieur devra encore être réalisé. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Est-ce qu'il faut faire ce sacrifice-là, finalement, de se priver d'un bâtiment et d'un quartier encombré de travaux pendant 9 ans au moins? Une première chose, c'est que
la reconstruction de ce palais du Midi va apporter, d'après les images que je vois, une plus-value certaine au quartier, à l'architecture bruxelloise. Bon. Deuxièmement, on ne va pas attendre 9 ans pour que le métro puisse circuler en dessous du palais du Midi. Dès que le palais sera démonté, déconstruit, je ne sais plus comment il faut dire, démoli, la STIB pourra directement s'atteler à la construction du chaînon manquant entre la station Anne-Essens et la station Toots-Thielemans. Et à ce moment-là, les transports en commun pourront déjà passer. Quand je dis les transports en commun, je suis prudent. Je ne parle pas encore de métro, mais au moins du tram pourra passer dans les 2 ans qui viennent, par exemple, 2-3 ans qui viennent. Je ne pense pas qu'il faille attendre 9 ans pour pouvoir faire passer un véhicule ferré en dessous du palais du Midi. Par contre, et je reviens à votre histoire de la gare du Nord, il faudra par contre que l'infrastructure sous la gare du Nord soit prête. Ouais. Et là aussi, c'est alors là, on le voit, il y a beaucoup d'opposition par rapport à ce palais du Midi. Pour la gare du Nord, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et puis alors, il y a la liaison vers Bordet donc, et l'aéroport avec 7 nouvelles stations, un dépôt. Et là, on n'a absolument aucune idée sur le coût que ça va représenter. On parle d'un montant total de 4,7 milliards, plus de 4,5 milliards. Pour vous, en fait, Jacques Ponget, cette liaison gare du Nord-Albert, ça ne doit être qu'un premier maillon. Seul, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt ? Non, je vous explique pourquoi. Parce que ce maillon devrait être exploité avec 12 rames de métro, si je ne m'abuse, 12 ou 16. Et donc, ces rames devront se retrouver en permanence. S'il y en a une qui tombe en panne, on ne sait plus les extraire pour les envoyer dans les dépôts existants. Pour l'instant, vous avez 3 dépôts, un Delta, un Jacques Brel et un Erasme, mais qui sont sur les autres lignes. Vous n'avez qu'une seule petite liaison. Donc c'est un peu technique, mais une seule petite liaison à la gare du Midi, entre la gare du Midi et Port de Halle, pour injecter des rames de métro sur la nouvelle ligne. Et donc si vous en avez une qui tombe en panne, on est directement dans un service dégradé. Donc il est nécessaire, à terme, à moyen terme, je dirais, de terminer cette infrastructure au moins jusqu'au dépôt de Bordet pour que ce dépôt de Bordet puisse continuer à alimenter la ligne de métro. Oui, alors pour le premier tronçon, gare du Nord, Albert, on parle de 2031, mais la STIB, je crois que cette date, on a beaucoup de doutes aujourd'hui sur cette date pour la mise en service. Pour l'autre, il n'y a plus de date prévue. Et donc par rapport à ça, on parlait du financement. On parle beaucoup actuellement que le gouvernement pourrait se diriger vers un partenariat public-privé où c'est le privé qui paierait et le gouvernement, la région bruxelloise, rembourserait sur un délai très long. Alors ça vous semble une source de financement intéressante, ça, ou pas ? Alors non, la position d'Inter-Environnement de Bruxelles et des associations avec lesquelles on travaille, la question du métro, sont assez unanimes sur le fait qu'un partenariat public-privé n'est pas une bonne solution. Il y a d'une part le fait que même si il permet entre guillemets de déconsolider le budget de l'infrastructure, des finances, et donc en fait d'avoir l'impression que ça ne grève pas encore un peu plus la dette bruxelloise, c'est quand même de l'argent qu'il faudra rembourser avec des intérêts selon des accords qui sont très contraignants et qui sont souvent plus contraignants pour le partenaire public que pour le partenaire privé. À titre de comparaison, on peut par exemple parler d'un partenariat public-privé qui a eu lieu à Bruxelles il y a quelques années. La ligne Diabolo qui connecte effectivement le centre-ville à l'aéroport de Zaventem. L'investissement initial du partenaire privé était de 290 millions d'euros. En 2047, quand on aura enfin fini de rembourser la rente, donc qui s'étale sur 30 ans, 25 ans, le partenaire privé aura touché en tout 1,2 milliard. Donc évidemment, il prend en charge le coût de l'infrastructure et puis son entretien. Ouais. Mais de l'autre côté, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des clauses très précises qui font que
comme il n'y a pas assez de fréquentation, on augmente le prix des tarifs pour aller à l'aéroport. Et donc, il y a de moins en moins de gens. Et donc, en fait, on rentre dans des cycles comme ça qui ne sont pas du tout vertueux. On vous a bien compris. Quelle source de financement? Est-ce que pour vous, quand on voit les finances de la région, on voit mal comment elle va financer ça? Est-ce que le partenariat public-privé vous semble la bonne solution? Je vais vous demander une réponse rapide, hélas. Absolument. C'est une bonne solution. Elle a déjà prouvé qu'elle a réussi dans le cadre de la rénovation du tunnel Léopold II, aujourd'hui tunnel Annie-Cordy. Et puis, il ne faut pas oublier le fédéral dans l'équation. Il appartient à l'État belge de financer le métro de sa capitale. Et donc, tout ne peut pas reposer sur les épaules des seuls Bruxellois. Et c'est donc très important que l'État fédéral puisse également investir dans le métro de sa capitale. C'est pas la voie qu'on prend, puisque les budgets de Belliris ont diminué. Ils n'ont pas diminué, mais l'enveloppe de Belliris va être consacrée uniquement au transport. Aujourd'hui, il n'y a que 40% des fonds de Belliris qui sont consacrés au transport. Ici, on va enlever tout ce qui n'a pas trait au transport et concentrer les moyens de Belliris sur les transports. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'être venu débattre sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.